Voilà, bonne présentation. Merci. Pour clore la trilogie, 3 femmes, 3 souveraines, 3 destins, nous avions parlé de Victoria, en Angleterre, de l'impératrice Eugénie pour la France. Et bien ce soir, il est question de celle qui soulève sans doute le plus de questions, Élisabeth d'Autriche, plus connue sous son diminutif de Sissi. Alors Sissi, alors Sissi, nous verrons que Sissi, en fait, c'est une jeune fille toute simple, qui a connu une jeunesse libre et sans contrainte. Et puis, brutalement, à 15 ans, voilà qu'elle entre dans un conte de fées. Et elle s'imagine que ce conte de fées va être merveilleux, mais en fait, ce ne sera pas aussi rose. Et puis, elle va devenir Élisabeth, impératrice d'Autriche. Ce n'est pas rien. Une impératrice qui va se révéler rebelle. Rebelle parce qu'elle va subir des brimades auxquelles elle va riposter, et on s'apercevra qu'elle a un véritable sens politique pour son pays. Et malheureusement, il y aura une rupture, une scission, et ce sera définitif. Il y aura un trop-plein, et elle dira « c'est fini ». Et puis, elle va s'intituler elle-même « Je suis une mouette égarée ». Et pour elle, ce qui va compter maintenant, c'est fuir encore et fuir toujours. Pourquoi ? À cause sûrement d'une succession de drames qui vont marquer sa vie, et elle ne quittera plus finalement cette idée « il faut voyager ». Et on pourra parler pour elle de rage des voyages. Donc Sissi, Élisabeth, eh bien Sissi, on peut dire qu'elle est touchante par sa simplicité, elle est horripilante par ses caprices, elle est également influente par ses idées politiques, elle est éblouissante par sa beauté, elle sera bouleversante dans les drames qui vont marquer sa vie, et elle sera épuisante par ses voyages. Élisabeth, comme l'a dit l'écrivain et philosophe Paul Morand, était entrée dans le XIXe siècle comme on se trompe de porte. Imaginez-vous, nous sommes le 10 septembre 1898 sur les bords du lac Léman. Des passants flânent sur les quais. Un homme est assis sur un banc. Il attend. Il est tout près d'un hôtel qui s'appelle l'hôtel Beau Rivage. Hôtel où descendent des célébrités, où descendent des têtes couronnées, des souverains. Il attend. Il est environ 13 heures, 2 femmes sortent de l'hôtel Beau Rivage. L'une d'elles est grande, mince, elle porte une ombrelle et un éventail. Elle se presse parce qu'il ne faut pas manquer le bateau. Soudain, l'homme, qui était assis sur un banc, la bouscule, il s'enfuit, elle tombe à la renverse. On la relève, on la transporte sur le bateau, on délace son corset et on constate qu'il y a un trou dans la poitrine. On la ramène à l'hôtel Beau Rivage et là, un médecin va constater le décès de l'impératrice d'Autriche, reine de Hongrie, Élisabeth. Élisabeth qui était prête à entrer dans la légende de Sissi. Alors Sissi, eh bien, Sissi, elle est née un 24 décembre 1837. Ses parents, eh bien, son père c'est Maximilien en Bavière. Il appartient à la branche cadette de la famille des Wittelsbach. Alors ce père, eh bien, il est fantasque. Il est fantasque, c'est un dilettante qui aime les voyages. Il a parcouru la Mésopotamie, la Turquie, l'Égypte, la Grèce. Et puis, ce qu'il aime, c'est aller trinquer avec les paysans dans les auberges du coin. C'est d'ailleurs dans une auberge qu'il a appris à jouer de la cithare. Cithare qu'il ira jouer en haut de la pyramide de Khéops. Quand même. Et puis, ce Maximilien, il a horreur du protocole. Il se moque de ce que l'on peut penser de lui. Ce qu'il aime dans la vie, eh bien, c'est la pêche, c'est la chasse, c'est la poésie,
c'est la musique. Et puis, sa grande passion, ce sont les chevaux. Alors, on peut dire que c'est un bon père. Il apprend à ses enfants le nom des oiseaux, le nom des plantes, le nom des étoiles. Bon, c'est un mari volage et il n'aime pas sa femme. Sa femme, c'est Ludovica de Bavière. Elle est de condition supérieure à son mari. Elle n'est autre que la sœur du roi Louis de Bavière. Et elle appartient à la branche aînée des Wittelsbach. En fait, ce mariage a été un mariage de raison pour réconcilier les deux familles. Alors Ludovica vit mal sa condition parce que ses sœurs ont fait d'excellents mariages et elle, finalement, elle doit se réduire surtout à faire attention à ne pas trop écorner le patrimoine parce qu'il faut dire que son mari a l'argent facile. On pourrait dire qu'elle est fourmi, il est cigale. Bon. Ce qu'elle veut surtout, c'est assurer à ses enfants un bel avenir et que ses filles surtout puissent épouser de beaux partis. Alors les filles, elles sont quatre. Elles sont quatre, il y a la première, Hélène, qui est surnommée Néné. Alors c'est une jeune fille, on pourrait dire rangée, jeune fille bien élevée qui a de beaux yeux bleus. Elle sera la fiancée et conduite de François-Joseph, qui lui préférera sa sœur Élisabeth, surnommée Sissi. Alors Sissi, c'est tout l'inverse. Sissi, elle est toute en fantaisie, elle aime la campagne, elle aime courir, c'est une rêveuse, c'est une fantasque. Les deux sœurs s'entendent bien. Plus tard, lorsqu'elles auront à discuter et qu'elles ne voudront pas qu'on puisse écouter leur conversation, elles se parleront en anglais. La troisième, c'est Marie. Alors Marie, elle deviendra reine de Naples et des deux Siciles. Et elle se battra bec et ongles pour défendre son royaume face aux chemises rouges de Garibaldi. Et Proust avait une grande admiration pour cette femme, il l'avait surnommée la reine soldat. Elle n'a pas hésité à aller au-devant des troupes de Garibaldi, habillée en homme, et donc la reine soldat. Et puis, il y a, après, une autre fille qui s'appelle Mathilde. Alors, Mathilde, elle est vive, elle est charmante. On la surnomme le moineau, Spatz en allemand, le petit oiseau. Elle fera aussi un beau mariage, elle épousera le prince de Bourbon-Sicile. Et puis il y a Sophie. Alors Sophie avec son regard un peu triste, un peu mélancolique. Et Sophie, eh bien, elle aussi sera une fiancée délaissée par Louis II de Bavière. Et elle épousera ensuite le duc d'Alençon, et son destin sera extrêmement tragique puisque c'est elle qui meurt brûlée vive dans l'incendie du bazar de la Charité à Paris. Voilà pour les filles. Pour les garçons, l'aîné, c'est Louis. Alors lui va renoncer à tous ses titres. Pourquoi ? Parce qu'il épouse une actrice, Harriet Mandel. Il aura une fille, nous en reparlerons, Marie, comtesse Valenzy, on en reparlera. Il y a Charles. Alors Charles, lui, son destin est tout à fait intéressant parce qu'il va s'orienter vers la médecine et il va devenir un ophtalmologiste de renom. Et il va se spécialiser dans la cataracte et il travaillera avec sa fille Élisabeth qui deviendra plus tard reine de Belgique. Et puis, le dernier, Maximilien, qui lui épousera une petite fille du roi Louis-Philippe. La famille, l'hiver vit à Munich. Et puis l'été, eh bien, on le passe à 30 km de Munich, à la campagne, au château de Possenhofen, que l'on appelle familièrement Possy. Et là, même si les enfants ont une gouvernante, en fait, ils parcourent la campagne, ils courent dans les bois, dans les prés, surtout Sissi. Alors Sissi, elle, ce qui lui plaît, c'est d'aller dans la basse-cour, elle est vêtue comme une paysanne, elle grimpe aux arbres, elle saute dans les étangs, et elle fait énormément d'équitation avec son père. Elle est extrêmement bonne cavalière et ils partagent cette passion. Et il faut dire que Sissi est la fille préférée de son père. Ils se retrouvent au niveau caractère, ils sont très, très similaires. Et puis on va entrer brutalement dans un conte de fées. Qu'est-ce que c'est que ce conte de fées ? Eh bien, la sœur de Ludovica, la mère de Sissi, est l'archiduchesse Sophie, archiduchesse d'Autriche. Et cette archiduchesse a un fils à marier.
Ce fils s'appelle François-Joseph. Il a maintenant 23 ans, il est empereur depuis l'âge de 18 ans et il faut lui trouver une épouse. Alors Sophie réfléchit et elle se dit que Hélène, l'aînée des filles de sa sœur, serait une parfaite impératrice et serait une très bonne épouse pour son fils. Alors son fils, François-Joseph, que l'on appelle Franzi, son diminutif c'est Franzi, alors c'est un homme séduisant, on peut dire qu'il est séduisant, c'est un excellent danseur, très bon cavalier, sa vie est réglée comme une horloge. Il se lève tous les matins à 4 heures et il se couche à 21 heures. Il est un maniaque de l'ordre, il travaille énormément, il a le souci du détail, il est très méticuleux. Bon, c'est avant tout un militaire, c'est un conservateur et il n'est pas du tout novateur. Donc Sophie pense que Hélène serait la personne convenable pour son fils et en plus ce serait un atout puisque pour l'Autriche, s'associer avec la Bavière, ce serait un atout sûr pour l'avenir. On ne sait jamais en cas de conflit. Donc on organise des fiançailles. 1853, fiançailles. Alors on décide que les fiançailles auront lieu dans une petite station alpestre qui est un lieu de résidence pour la famille impériale qui s'appelle Bad Ischl. Donc Ludovica se met en route avec Hélène, mais elle emmène aussi la petite Sissi qui a 15 ans et qui est un peu triste parce que un de ses amoureux, un garçon à peu près de son âge, est mort et donc il faut lui changer les idées. Lorsque elles arrivent à Ischl, la cour qui est présente dit ils ont un train de gueux. Néanmoins, donc, un bal est organisé, Hélène est pomponnée, bien habillée, bien coiffée, et puis Sissi, eh bien, elle porte une petite robe rose, toute simple, qui n'est pas neuve pour la circonstance, on l'a coiffée très simplement, et là, pour François-Joseph, coup de foudre. Mais pas pour celle que l'on pensait, pas pour Hélène, mais pour Sissi. C'est vraiment le coup de foudre. Et le soir du bal, eh bien, François-Joseph ne danse qu'avec Sissi, il ignore complètement la pauvre Hélène, et tous les bouquets qui étaient réservés aux dames du bal, eh bien, il les offre à Sissi, et il lui dit « Tu es ma rose de Bavière ». Donc c'est époustouflant. Et le lendemain, François-Joseph va voir sa mère et il dit « C'est elle que j'épouserai ». L'archiduchesse n'est pas franchement contente et elle espère que son fils va changer d'avis. Il n'en est rien, il dit qu'il épousera Sissi et pas une autre. Alors Sissi, si on se demande ce qu'elle pense, elle a 15 ans, eh bien elle dit « Je l'aime déjà, ah si seulement il n'était pas empereur ». Alors quant à Max, qui n'était pas venu d'ailleurs pour les fiançailles, le père de Sissi, il n'est pas très enthousiaste. Il connaît sa fille et il pense que ce ne sera peut-être pas tout rose dans l'avenir. Mais après tout, comment refuser un aussi brillant parti? Et puis, Sissi elle-même, plus tard, elle écrira « Je me suis réveillée dans une prison, les mains chargées de chaînes. » Et encore plus tard, elle dira à sa fille Valérie « Le mariage est une institution absurde. On n'est encore qu'une enfant de 15 ans et l'on se voit céder à autrui. On s'engage par un serment que l'on ne comprend pas, mais que l'on regrettera ensuite pendant 30 ans et peut-être davantage sans pouvoir le délier. » Donc l'archiduchesse est bien décidée à prendre en main sa revanche. Elle n'est pas du tout satisfaite, on lui a imposé Sissi, eh bien cette nièce, elle va la modeler, elle va la dompter, et d'ici le mariage, elle espère en faire quelque chose. Et le mariage est fixé pour le 24 avril 1854. Alors, les brimades. Eh bien, les brimades ont commencé dès les fiançailles, bien avant le mariage.
on a remis à Sissi un recueil qui s'appelle Le Cérémonial. Et là, à l'intérieur de ce recueil, il y a tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. D'emblée, on octroie à Sissi une dame d'honneur qui est la comtesse Esterhazy. Et la comtesse Esterhazy, eh bien, elle rapporte tous les faits et gestes de Sissi à l'archiduchesse, bien évidemment. Et Sissi, on lui dit, tu ne dois plus, l'archiduchesse, sa tante lui dit, tu ne dois plus me tutoyer, je suis ta tante, mais tu dois dorénavant m'appeler très honorée et aimée archiduchesse. Ensuite, tu dois, à table, tu ne dois plus boire de bière, tu dois porter des gants à table, et les gants, la longueur des gants est réglementée. Tu ne dois porter qu'une fois tes chaussures, une seule fois. Tu ne dois plus tutoyer personne. Tu ne peux sortir seul en ville sans une cohorte de dames d'honneur. Tu dois apprendre à marcher, tu dois apprendre à t'asseoir. On lui octroie aussi une dot. Alors, en gros, on lui dit, voilà, tu as 43 robes, 16 chapeaux, 5 manteaux, 168 paires de bas, 7 corsets, 5 paires de pantoufles, 113 paires de chaussures, 60 culottes, 36 chemises de nuit, 10 déshabillés, 2 parapluies, 6 ombrelles. Donc, en plus, l'archiduchesse dit à Sissi, tu n'es qu'une oie bavaroise et tu as les dents jaunes. Sissi n'apprécie pas beaucoup. Le lendemain du mariage, voilà Sissi mariée, dès le lendemain du mariage, l'archiduchesse Sophie demande à son fils s'il a bien accompli son devoir. Sissi est là, elle devient toute rouge, elle est mal à l'aise. Le lendemain, même question, l'archiduchesse pose à son fils la même question. Pas de réponse. Le troisième jour, François-Joseph arrive et dit... Voilà, le mariage a été consommé, mais Sissi aimerait rester seule dans sa chambre pour prendre son petit déjeuner. Refus. Sissi doit se présenter. Sissi arrive, elle est exhibée devant tout le monde et humiliée. Elle a envie de fuir, et François-Joseph la plante là, il a du travail, il part dans son bureau. Donc elle enrage. Lorsque son mari rentre de la chasse, Sissi se précipite pour se jeter dans ses bras et l'embrasser. Interdiction. Sa belle-mère lui dit « Tu n'as pas épousé un négociant que sa femme suit partout de façon bourgeoise. » Alors, interrogeons-nous, est-ce que Sophie est véritablement méchante? Pas vraiment, mais elle impose, elle donne des ordres. Ce qu'elle veut, c'est faire le bonheur officiel du jeune couple, mais pas le bonheur conjugal. Elle veut, c'est une façade, il faut une image. Bon, il faut avouer aussi qu'elle est jalouse. Alors tous les jours, François-Joseph reçoit les doléances de sa femme, de sa mère. Il ne tranche pas. Bon, il pense que Sissi a peut-être besoin d'être guidée par sa mère, qu'il respecte et qu'il redoute surtout. Une naissance s'annonce bientôt. Et l'archiduchesse Sophie ouvre le parc de la Hofburg en invitant tous les Viennois à venir voir que leur impératrice est enceinte. Pour Sissi, c'en est trop, elle refuse de sortir. Alors, une petite fille va naître en 1855. 1855, et cette petite fille, eh bien, on ne demande pas au jeune couple comment on va l'appeler. Sophie déclare qu'elle s'appellera Sophie, comme elle, et qu'elle sera la marraine. Sissi veut l'allaiter, veut garder sa petite fille près d'elle, refus. Et en fait, c'est l'archiduchesse qui aménage une chambre pour l'enfant à côté de sa propre chambre. Sophie impose à Sissi un droit de visite à une heure fixée dans la journée et pour une durée limitée. Un an après, en 1856, naît une autre petite fille. Sissi veut l'appeler Gisèle, Gisèle qui est la patronne de la Hongrie. Évidemment, sa belle-mère est contre. François-Joseph ne s'est pas trop tranché, finalement, il accepte le choix de sa femme. Donc la petite fille s'appellera Gisèle, mais là encore, interdiction de l'allaiter, de la garder près d'elle. Eh bien,
Finalement, Sissi n'est pas mécontente parce que Gisèle, c'est un prénom hongrois et elle sait que sa belle-mère déteste la Hongrie. Donc c'est une petite revanche. Et des revanches, il va y en avoir d'autres. Des ripostes, vous allez voir, il va y en avoir un certain nombre. Sissi déclare qu'elle veut une baignoire et un lavabo. On lui rétorque que un seau et une cuvette font très bien l'affaire. Sissi n'en démord pas, elle obtiendra gain de cause. Et puis elle décide d'aller faire des courses en ville avec une seule dame d'honneur. Elle parle aux vendeuses, elle est très heureuse, et puis elle part faire du cheval quand bon lui semble, et peu importe ce que pense sa belle-mère. Mais malgré tout, eh bien, Sissi petit à petit devient mélancolique, elle devient un petit peu neurasthénique. Entre-temps, elle est devenue très belle. Elle est très belle, elle mesure 1,72 m, elle pèse 50 kg, elle a un tour de taille de 50 cm. Voilà ce que représente 50 cm de tour de taille. Voilà. Et surtout, elle est très fière de sa chevelure. Elle a une chevelure magnifique. Alors cette chevelure, comment l'entretient-on? Eh bien, une fois toutes les 3 semaines, ça dure une journée, on lave les cheveux, on considère que ses cheveux pèsent environ 5 kilos. Donc, elle a une coiffeuse qui lui prépare un shampoing qui est fait à partir d'œufs, décoction de plantes et cognac. Voilà, la recette. Et puis, Sissi va révéler qu'elle a un véritable don pour la politique. Et ça, François-Joseph l'a tout à fait compris. Et il pense que sa femme peut jouer un rôle essentiel sur le plan politique. Bon, il faut savoir que en 1848, l'Italie et la Hongrie, on avait appelé ça le printemps des peuples, s'étaient révoltés contre l'oppresseur autrichien. Bon, tout avait été vivement remis en état, la répression avait été terrible. Et donc, François-Joseph pense qu'une visite en Italie et en Hongrie pourrait peut-être apaiser les rancœurs. Et il décide d'emmener sa femme en se disant que sa beauté, sa grâce pourraient panser les blessures et en tout cas gagner les cœurs. Donc le couple part en Italie en 1856. Le contexte est difficile parce que en Italie, il y a le comte Cavour qui rêve de réaliser l'unité italienne. Mais pour réaliser cette unité et se débarrasser de la tutelle autrichienne, il faut un appui. Et Cavour compte beaucoup sur l'appui de Napoléon III. Quoi qu'il en soit, le couple impérial arrive en Italie où l'accueil est absolument glacial. À Milan, à la Scala, les nobles qui avaient été invités ne viennent pas et se font représenter par leurs laquais, tous vêtus d'une livrée noire. Au concert, un noble sur 10 est présent. Donc c'est le mépris total. Alors, François-Joseph s'indigne, mais Sissi comprend la situation. Et elle essaie inlassablement de visiter des écoles, des orphelinats, des hôpitaux. Et puis, elle obtient de l'empereur un décret d'amnistie générale, une réduction des impôts, la levée des séquestres pour ceux dont les biens avaient été séquestrés, et à Milan, elle va faire fermer un musée où l'on exposait des instruments de torture. Le vieux général Radetzky, qui était gouverneur en Italie, va être renvoyé et l'on va nommer gouverneur le frère de François-Joseph, Maximilien. Radetzky avait été une brute sanguinaire au moment de la répression. Mais évidemment, la comtesse Esterhazy, qui est toujours là, raconte tout cela à sa maîtresse, à l'archiduchesse Sophie. Après l'Italie, le couple impérial arrive en Hongrie, en 1857. Élisabeth a tenu à emmener ses 2 filles, les petites Sophie et Gisèle, malgré l'opposition de sa belle-mère, bien sûr. La belle-mère qui a quand même imposé un médecin, le docteur Seeberger, qui se révélera un incapable, on le verra plus tard.
Il faut savoir qu'à l'époque, la capitale hongroise est séparée en deux par le Danube. Il y a sur la rive droite la vieille forteresse qui est Buda, et sur la rive gauche, une ville neuve avec des rues bien tracées, bien aérées, c'est Pest. L'accueil, comme en Italie, est absolument glacial. Alors, Sissi va adopter la même technique. Elle obtient les mêmes mesures de clémence de la part de son mari. Et entre autres, elle obtient que le comte Andrassy puisse rentrer en Hongrie. Alors le comte Andrassy, on le surnommait le beau pendu. Andrassy avait été un opposant à l'Autriche et il avait dû s'exiler. Condamné à mort, il était parti, mais on l'avait condamné à mort par contumace et on avait pendu, pour la forme, un mannequin. Et on l'avait surnommé donc le beau pendu. Et elle pense que Andrassy pourra jouer un rôle efficace pour les relations entre la Hongrie et l'Autriche. Alors, Sissi se prend de passion pour la Hongrie. Elle aime les vastes territoires, la campagne, elle aime les chevaux en liberté, elle aime la fierté de ce peuple hongrois, elle aime le folklore, elle aime les violons tziganes et surtout elle aime la Hongrie, tout simplement parce que sa belle-mère déteste la Hongrie. Alors Sissi, qui a appris le hongrois, parle, elle va dans la rue et elle parle avec les gens en hongrois. Et bientôt, les gens vont l'appeler, sont subjugués, et ils l'appellent la reine des Amazones. Ils aiment beaucoup Sissi. Malheureusement, un malheur vient frapper. La petite fille, la petite Sophie, l'aînée qui a 2 ans, va mourir. Elle a une fièvre que le médecin a jugée bénigne, qu'il n'était pas nécessaire de soigner, et la petite fille va mourir. Et la faute va retomber sur Sissi. On va dire que c'est une mère incapable, que c'est une mère impie, qu'elle est très mauvaise. Et le choc est terrible pour elle. Elle maigrit beaucoup, elle est prise de remords, et le retour à Vienne, est très triste. Même si dans ce contexte, François-Joseph est en train de faire construire à Vienne le Ring, ce boulevard circulaire, parce que très affûté sur ce qui se faisait en France, ce que faisait le baron Haussmann, François-Joseph a envie de moderniser sa ville. Pour Sissi, ça n'a pas d'intérêt. Et puis, il va y avoir autre chose. Un soir, dans sa chambre, elle trouve une lettre. Et sur ce mot, il est écrit « Le rôle d'une souveraine n'est pas est de donner un fils, pas des avis. Elle n'a pas à se mêler du gouvernement et qu'elle pourrait être considérée comme une ennemie dangereuse. » En fait, ça n'est qu'une copie d'un pamphlet qui avait été adressé beaucoup d'années antérieures à Marie-Antoinette. Mais qui a écrit ce document, on ne sait pas trop. Mais pour Sissi, qui a déjà subi beaucoup de vexations, c'en est trop, c'est un comble. Alors François-Joseph, dans tout cela François-Joseph n'est pas franchement mécontent. Autant il souhaitait voir sa femme avoir une représentation, mais avoir un rôle politique, ça ne lui plaisait pas franchement. Il agira d'ailleurs de même plus tard avec son fils. Il ne voudra pas partager la politique. Mais il sent que Sissi est intelligente. Lui qui est entouré de médiocres, on peut le dire, mais en fait, il n'est pas mécontent d'être entouré de médiocres parce que pour lui, à la limite, c'est une manière d'affirmer son autorité. C'est dans ce contexte que va naître enfin un fils, le fils tant attendu en 1858. Il s'appelle Rodolphe. Là encore, Sissi veut s'en occuper. Non, refus systématique. Et là, on s'achemine petit à petit vers une rupture, d'autant que la guerre avec l'Italie va éclater. François-Joseph avait pendant 10 ans espéré que cette guerre n'éclaterait pas, mais malheureusement Cavour estime que l'unification de son pays doit passer par un conflit armé avec l'Autriche. Il va voir Napoléon III à Plombières, c'est l'entrevue de Plombières, et Napoléon III assure l'Italie de son aide. Donc le conflit éclate, et là c'est dramatique parce que l'Autriche va subir 2 défaites, les 4 et 25 juin 1859, et ce sont les terribles batailles de Magenta et de Solferino. C'est une boucherie, une véritable boucherie. François-Joseph capitule, il demande l'armistice.
N'oublions pas que c'est pendant dans ce contexte, que le Suisse Henri Dunant va fonder la Croix-Rouge. Alors l'Autriche cède la Lombardie, mais pas la Vénétie. Et donc cette guerre marque vraiment la première scission dans le couple impérial. Sissi aurait voulu accompagner son mari en Italie. Il a refusé. Et tout ce qu'il a demandé à Sissi, c'est de s'occuper, il lui rappelait sans cesse qu'elle devait s'occuper des blessés qui arrivaient massivement à Vienne. Et elle est vexée parce que ça, elle l'avait fait de manière très spontanée. Et pour elle, c'est une vexation supplémentaire, comme si elle n'y avait pas pensé. Et François-Joseph, quand même, commence à comprendre que les défilés dans de beaux uniformes ne suffisent pas franchement. Et ça, Sissi le lui avait souvent rappelé. Sissi, bien, elle considère que elle a accompli son rôle. Elle a 3 enfants, dont un fils, et maintenant, elle veut penser à elle. Voilà. Donc Sissi, vous la voyez avec ses grands cheveux, et là avec l'un de ses chiens qui s'appelle Shadow. Eh bien, Sissi, elle veut penser à elle. Elle va installer dans ses appartements à Laufbourg, elle va installer un portique, elle va installer une douche, elle va une table de massage, elle fait du trapèze, elle fait des anneaux, mais elle suit aussi un régime draconien. Son régime, c'est 7 verres de lait par jour, 7 oranges. Le midi, elle se fait livrer du sang, tout chaud, de l'abattoir. Voilà. Elle se met à fumer, et puis elle apprend le grec ancien pour pouvoir lire Homère dans le texte. Elle est passionnée. Elle se met aussi à lire Shakespeare, et puis un philosophe, alors là, qu'elle apprécie particulièrement, Heine. Et sa mère va lui écrire, Ludovica va lui écrire, et elle va lui dire « Tu es intelligente, tu ne manques pas de caractère, mais tu ne fais pas assez de concessions. Tu te donnes trop vite des airs de sainte. Ne te brise pas le cœur en imaginant que tu es une martyre. » Alors, entre Franzi et Sissi règne une apparente entente. On peut dire cela comme ça. Il est prévenant, plein de sollicitude, il aime sa femme. Mais en fait, il est le positif, elle est le négatif, ou inversement. Tous les diffèrent, ils n'ont pas reçu la même éducation. Elle aime la poésie, elle aime l'histoire, elle aime le dessin, elle aime la musique, lui, pas franchement. Elle est libérale, il est conservateur, il est posé, elle s'enflamme pour un rien. Alors elle étouffe même si sa belle-mère commence à faire quelques concessions. Et elle tousse énormément, elle est malade. Donc on se dit c'est la phtisie, c'est la tuberculose, il faut qu'elle aille au soleil. Et elle choisit comme destination Madère. Là-bas, elle est heureuse, elle se baigne, elle fait des balades, et là encore elle lit beaucoup. Elle apprécie Dante, elle apprécie Rousseau et George Sand. Elle aime beaucoup George Sand. Et puis, quelque chose va venir contrarier ce séjour. Sa sœur Marie, dont nous parlions tout à l'heure, a maille à partir avec les chemises rouges de Garibaldi. Et cette sœur va essayer de défendre son royaume de Naples et des 2 Siciles comme elle le pourra, mais son mari est un faible, elle fera tout ce qu'elle peut, mais elle ne réussira pas. Sissi va demander à son mari d'aider sa sœur. Il va refuser. Alors, au retour, elle ne se presse pas. Au retour de Madère, elle ne se presse pas pour rentrer. Elle va s'arrêter à Cadix, elle va s'arrêter à Majorque, à Malte, et puis elle découvre Corfou. Et elle rentre à Vienne. Et immédiatement, elle demande à voir ses enfants. Et bien là, refus de Sophie, qui lui dit qu'elle doit d'abord recevoir tous les membres de sa parenté, en commençant par leur rang et par leur âge. Donc, tout recommence comme avant. À nouveau, Sissi ne mange plus, à nouveau, elle tousse, donc elle décide de repartir. Et cette fois, elle part à Corfou. Alors François-Joseph l'a prie de revenir. Alors il y a un compromis. Ils décident de passer l'hiver ensemble à Venise, l'hiver 1861-1862, avec leurs enfants. Et là, Sissi est heureuse. Elle apprend à lire à ses enfants, elle joue avec eux. Mais évidemment, la comtesse Esterhazy raconte tout à l'archiduchesse, qui envoie des messages et qui réprimande Sissi. Elle n'a pas à s'occuper de l'éducation des enfants. Sissi se fâche et elle demande à François-Joseph de prendre position.
Et là, François-Joseph donne raison à sa femme. Bon, il faut bien avouer qu'il est loin de sa mère, donc il ne craint pas les foudres de maman. Elle prendra du temps pour rentrer à Vienne. Elle passe du temps à Poissy avec ses sœurs, avec Marie, avec Hélène. Et elle rentre apaisée. Elle est bien. Elle se réjouit de pouvoir à nouveau s'occuper de ses enfants. Mais à nouveau, c'est la guerre. La guerre, eh bien, c'est à cause des prétentions prussiennes sur deux duchés qui avaient appartenu au Danemark, le duché de Schleswig et le duché de Holstein. La Prusse va donc s'allier avec l'Italie pour entrer dans le conflit et, bien évidemment, l'Autriche est seule et va perdre une autre bataille, la bataille de Sadova. Et l'Italie, cette fois, récupère la Vénétie. Dans ce contexte, la Hongrie s'agite. Pourquoi pas? Nous aussi, nous pourrions obtenir des libertés. Et là, François-Joseph pense que son meilleur avocat, c'est sa femme. Et il envoie sa femme pour parlementer avec la Hongrie. Elle vient avec ses enfants. Et on ne l'a pas oubliée. On n'a pas oublié la reine des Amazones. Et elle explique que une union avec l'Autriche serait pour la Hongrie une occasion d'affirmer sa personnalité nationale. François-Joseph acquiesce, Sophie est évidemment contre. Mais Autriche et Hongrie deviennent donc deux monarchies inséparables. Chacune a son propre gouvernement et ses assemblées, mais en regard du droit international, elles sont inséparables. Donc, on décide un couronnement et le 8 juin 1867, François-Joseph et Élisabeth sont couronnés roi et reine de Hongrie. Pour les Hongrois, ils ne l'appellent pas Élisabeth, elle est Erzsébet. Et donc, c'est une souveraine adulée. Et pour la messe du couronnement, eh bien, on avait demandé à Franz Liszt de s'occuper de la musique. Et Franz Liszt écrira à sa fille Cosima « Je ne l'avais jamais vue si belle, elle apparaît comme une vision céleste. » Et là, Sissi s'entoure de personnel hongrois. Elle va se choisir une lectrice, elle va choisir une dame de compagnie hongroise et elles resteront ses confidentes et ses amies durant toute sa vie, des amies sincères. Et là, François-Joseph réalise que sa mère, trop autoritaire, trop abusive, a fait beaucoup de tort dans le domaine politique, dans le domaine militaire, mais surtout dans le domaine conjugal. Enfin, le 22 avril, naît une petite fille au château de Gödöllő, en Hongrie. C'est un cadeau des Hongrois au couple impérial. Et cette petite fille, eh bien, Sissi va choisir son prénom. Elle s'appellera Valérie. Ça, c'est une révolution. En Autriche, personne ne s'est jamais appelé Valérie. Pourquoi Valérie? Tout simplement parce que la Valéria est une province de Hongrie. Donc, la petite Valérie. Et là, c'est une image idyllique que l'on a du couple impérial avec les enfants, avec Gisèle, avec Rodolphe et avec la petite Valérie. Mais quelque chose s'est brisé. Et Sissi, maintenant, va s'appeler elle-même la mouette. Je suis une mouette égarée. Elle dira je suis une mouette de nul pays. Nulle plage n'est ma patrie. À aucun site je ne veux m'attacher. Je vole de vague en vague. Bon, il faut avouer que les drames vont se succéder dans la famille impériale. Cela commence avec la mort de Maximilien. Maximilien, qui était devenu empereur d'Autriche avec sa femme Charlotte, il est fusillé en 1867. Et Sissi avait été profondément hostile à ce que son beau-frère et sa belle-sœur deviennent empereurs et impératrices au Mexique. Elle savait que cela aurait mal fini. En 1872, c'est la mort de l'archiduchesse Sophie. Et malgré les griefs, malgré les brimades, eh bien, Sissi restera auprès d'elle jusqu'à la fin. Mais après, à nouveau, elle reprend son vol. C'est l'île de White. Et puis, elle décide de s'installer en France. Et elle choisit la Normandie. Et elle a trouvé un château à louer. C'est le château de Sasto-le-Bon-Conduit. Et on distribue, dans le village, on distribue des images
qui représentent, voilà ce que l'on distribue, des gravures qui représentent l'impératrice pour que tous les habitants, s'ils la croisent, à cheval ou à pied, puissent savoir qu'elle est l'impératrice d'Autriche. Alors, elle vient en train, elle amène avec elle une suite de 90 personnes, elle amène ses chevaux, elle amène ses chiens, ses perroquets, et malencontreusement, elle va faire une chute de cheval qui va lui occasionner une commotion cérébrale. Elle restera alitée pendant 3 semaines. Et là, la nièce dont elle s'était occupée, Marie Valorzy, eh bien, va colporter tout un tas de ragots en disant plus tard, oui, en fait, elle est venue à Sasto, le mot conduit, c'était pour accoucher clandestinement. En fait, non, il n'y a rien de fondé. Ce sont des rumeurs, ce sont des ragots. Bon, l'accident de Sasto n'empêche pas Sissi de continuer à faire de l'équitation. Elle est capable de rester 6 heures à cheval, elle ne porte pas de gants pour tenir les rênes, elle plonge dans les étangs, elle saute des obstacles. Et puis, brutalement, en 1882, cette passion pour les chevaux prend fin. Elle va même vendre toutes ses écuries. Et elle va sombrer à nouveau dans la mélancolie, c'est le spleen, elle devient cynique, elle devient misogyne. Son plaisir, c'est d'aller visiter des asiles d'aliénés. Et un jour, quand François-Joseph va lui demander ce qu'elle souhaiterait comme cadeau pour son anniversaire, eh bien, elle va lui demander « Construis-moi un asile où on peut accueillir des aliénés ». Bon, elle continue sa vie comme elle peut, et puis elle se découvre une passion, la marche rapide. Alors là, il faut la suivre, parce que ce sont des dizaines et des dizaines de kilomètres par jour. Alors, elle mange de la viande crue, elle va faire aussi des cures thermales, elle navigue, elle va à Alger, elle s'arrête à Athènes, elle va à Ajaccio, et comme elle est passionnée par la Grèce antique et elle apprécie Ulysse, eh bien, il lui arrive, par temps de tempête, de demander aux marins, aux matelots, de l'attacher à un mât, comme l'avait fait Ulysse, vous savez, avec le chant des sirènes. Elle veut profiter de la mer, elle veut que la mer arrive avec toutes ces intempéries. Bon, elle sait que son mari n'a pas été très heureux avec elle. Elle se rend compte, elle a été très souvent absente. Sur une année, sur 365 jours, elle passe à peu près 100 de jours en Autriche. C'est tout, le reste, elle est en voyage. Et elle sait qu'elle n'a pas vraiment su le rendre heureux. Alors, elle va organiser une rencontre avec une actrice de talent, une actrice de théâtre que François-Joseph apprécie beaucoup. Elle s'appelle Catherine, alors c'était Marie, la comtesse Valorzy, celle qui a colporté tous ces ragots. Donc cette actrice, eh bien c'est Catherine Schratt. Cette Catherine Schratt, c'est une jolie blonde aux yeux bleus, un petit peu dodue, et Sissi va la faire venir et elle lui explique ce qu'elle attend d'elle. Une compagnie amicale pour l'empereur qui est souvent très seul. Et en fait, elle a eu la main heureuse parce que François-Joseph se rend tous les matins chez Catherine Schratt qui lui prépare de délicieux petits déjeuners. Il y a de la charcuterie, il y a du café viennois, il y a du chocolat, il y a du kouglof. Donc c'est une petite vie bourgeoise, mais François-Joseph y est extrêmement sensible. Et en fait, Sissi et Catherine Schratt sont de bonnes amies et elles se promènent souvent ensemble dans le parc de la Hofburg ou l'été au château de Schönbrunn. Donc, tout le monde s'entend bien. 1886, un drame qui touche beaucoup Sissi. Elle est de retour d'une croisière, elle est allée à Smyrne, elle est allée à Chypre, elle est allée à Rhodes, elle est passée par Port Saïd et elle s'installe sur les bords du lac Starnberg et elle apprend que son cousin Germain, le roi de Bavière, Louis de Bavière, est mort. Ils s'entendaient très bien tous les deux. Son cousin lui envoyait souvent des lettres et il signait l'aigle et elle lui renvoyait des lettres en signant la mouette. Alors, ce roi, eh bien, il est extravagant. Par exemple, sur le lac de Steinberg, il y avait une île et ils se rencontraient souvent, Sissi et lui, et il avait installé un petit pavillon et il avait fait planter une bagatelle sur cette petite île, il avait fait planter 15 000 rosiers.
l'extravagance. Donc extravagant, il est mégalomane, il est indifférent à la politique, il est indifférent aux femmes, il avait été fiancé avec une des sœurs de Sissi, et puis finalement il s'était rétracté. On le tient pour fou. Bon, il faut avouer que Louis II a un frère qui s'appelle Othon, et Othon se prend pour un chien. Il vit dans un asile, il aboie comme un chien, et n'accepte de manger que par terre, dans une gamelle, comme un chien. Voilà, donc Louis II est destitué, et on le tient pour fou, il est destitué, et il est enfermé dans un château, le château de Bergue. On le retrouvera noyé, avec son médecin, le docteur Guden. Et là, il y a un mystère, parce que Sissi était de l'autre côté du lac. Alors, on s'est posé la question, est-ce que il essayait de traverser le lac? Y avait-il une complicité entre les deux, un projet d'évasion qui a échoué? On ne sait pas trop. Et cette mort affecte beaucoup Sissi, dont l'état nerveux a déjà beaucoup empiré. En 1888, c'est son père, le duc Max, qui meurt à son tour, et c'est surtout en 1889, en janvier, la mort de son fils, Rodolphe, que l'on retrouve dans le pavillon de Mayerling. Et elle n'avait pas eu le droit d'élever ce garçon, et pourtant ils étaient très proches, très proches. Ils avaient la même sensibilité, les mêmes goûts. Rudy, comme on le surnommait, avait eu une enfance très dure. Son père l'avait fait entrer dans des écoles militaires et vraiment très, très sévères. Et ça avait été imposé pour lui. Et par contre, il ne s'est pas du tout occupé d'assurer l'avenir politique de son fils, qui avait pour tâche de devenir le futur empereur. Rudy avait été marié de force aussi, c'était raison d'État, avec une princesse belge, Stéphanie de Belgique, qui était une fille sans grâce et mesquine. Elle snobait sa belle-mère Sissi en disant « Moi, je suis princesse de Belgique, je ne suis pas comme certaines qui sont nées duchesse en Bavière. » Voilà, donc ça n'était pas spécialement intelligent. Donc François-Joseph et son fils Rodolphe ont souvent des disputes violentes, ils s'entendent peu. Autant François-Joseph est autocrate, il est centralisateur, autant le fils est un libéral, c'est un fédéraliste, il est ouvert. Et il avait bien senti que la politique que menait François-Joseph conduirait tôt ou tard l'Autriche à son démantèlement et à sa ruine. La veille de sa mort, il avait écrit à sa sœur Valérie: le jour où papa fermera les yeux, les choses deviendront dangereuses. Je sais trop bien ce qu'il adviendra, et je vous conseille à tous d'émigrer. Son père donc avait vu d'un mauvais œil les relations de Rodolphe avec les milieux des journalistes, des libéraux, et les disputes étaient extrêmement violentes entre les deux hommes. Et finalement, l'archiduc avait trouvé une consolation auprès d'une très jolie et jeune baronne qui a 17 ans, la baronne Marie Vetsera, et c'est la cousine Marie Valerzy, celle des Ragot, qui les avait fait se rencontrer. Bon, la mort de Rodolphe apparaît comme un cataclysme pour François-Joseph, qui voit que la couronne est peut-être en péril. Alors on va inventer toutes sortes de prétextes. On va dire ah non, mais Rodolphe était en train de nettoyer son arme et le coup est parti parce que on avait complètement enlevé le corps de Marie Vetsera. Elle ne devait pas apparaître. Puis après on a dit non, mais Marie Vetsera a empoisonné Rodolphe et elle s'est suicidée après. Et puis finalement on a dit eh bien il a été pris d'une crise de folie. Voilà. Et François-Joseph veut sauver la face, il a peur de la vérité. Et la vérité, la vérité, que faut-il croire? Eh bien, voilà l'impératrice Zita, la vieille impératrice Zita, qui avait été impératrice, la dernière impératrice d'Autriche quand elle était jeune, entre 1916 et 1919. Et cette impératrice Zita a toujours cru et a toujours dit que Rodolphe et Marie avaient été assassinés. Et elle dit, dans la famille, nous avons toujours su la vérité. Pour elle, en fait, l'affaire privée style Roméo et Juliette, en fait, c'est un arbre qui cache la forêt. Et la forêt dissimulerait finalement un crime politique. Par ailleurs, Sissi a dit un jour à son amie, l'impératrice Eugénie, que son fils avait été assassiné. Quoi qu'il en soit,
François-Joseph est anéanti. En quelques jours, ses cheveux deviennent tout blancs. Et il dit « Si Sissi n'avait pas été là, je n'aurais pas tenu le coup. » Et il pleure à trois. Sissi, François-Joseph et Catherine Schratt. Ils se consolent à trois. Cette mort tragique provoque chez Élisabeth une crise de conscience. A-t-elle été une mère? A-t-elle été bien? A-t-elle eu une bonne influence? Elle se perd en reproches. Et dorénavant, on ne la verra plus qu'habillée de noir. Elle portera le deuil pour le restant de sa vie. Et Vienne, qu'elle avait déjà en horreur, devient vraiment pour elle, c'est une ville où l'épreuve de la répulsion physique, elle ne veut plus y rester. Elle dit « Je suis trop vieille », elle a 52 ans, et trop usée pour combattre. Mes ailes sont brûlées et je ne désire que le repos. Et là, la rage des voyages la reprend. En 1890, elle part à Corfou et elle fait construire un palais tout blanc qu'elle appelle l'Aquileion. Tout ça à la gloire de son héros Achille. Et quand elle n'est pas à Corfou, eh bien, elle ouvre son palais aux touristes. On peut venir visiter le palais. Ce palais, pour la petite histoire, sera racheté plus tard en 1907 par le Kaiser Guillaume II, empereur d'Allemagne, et il avait lui aussi une passion pour Achille. Donc elle voyage, elle se cache, elle ne veut pas qu'on la voie, elle se sent vieillir, elle ne veut pas qu'on la voie, et on a du mal à pouvoir prendre des photos. Alors vous voyez la taille, hein, vous voyez sa taille, donc elle est toujours derrière, sous son ombrelle, avec son éventail. Elle se cache. Et parfois, un petit temps de répit, elle le passe avec Eugénie au Cap Martin, où elles échangent des souvenirs et elle dira à Eugénie « Je sais bien qu'on me prend pour une fille ». En 1893, elle débarque finalement en Suisse, dans une petite ville qui s'appelle Territé, et elle prend là un nom d'emprunt. Elle s'appelle la comtesse Orenems. Et François-Joseph vient la rejoindre. Et puis tous deux, ils s'en promènent, ils vont faire des achats comme deux bons retraités. Et puis d'autres deuils vont arriver. Il y a la mort du comte Andrassy, dont elle disait « c'est mon dernier et unique ami ». Et puis la mort en 1897 de sa sœur, donc duchesse d'Alençon, qui meurt brûlée vive dans l'incendie du bazar de la Charité. Et puis, il y a le mari de sa sœur Mathilde qui se suicide, et un cousin, Jean de Wittelsbach, qui disparaît en mer, et puis une autre petite cousine de 18 ans, Mathilde, qui allait devenir reine d'Italie, et qui meurt elle aussi brûlée vive parce qu'elle était en train de fumer, elle n'avait pas le droit, son père est entré, elle a mis la cigarette dans son dos et sa robe a pris feu. Et elle est torche vivante, elle est morte brûlée vive. Donc, Sissi est convaincue qu'elle aussi mourra de mort violente. Elle a ce pressentiment. Et à ces tortures morales s'ajoutent bientôt des tortures physiques, des troubles circulatoires qui lui font gonfler les mains et les chevilles. Et puis elle a des problèmes cardiaques et surtout elle vit très mal le fait que son teint se fane et que les rides creusent son visage, d'autant qu'elle a pris énormément le soleil. Elle fête son 60e anniversaire à Paris avec ses sœurs et puis elle revient à Territé. François-Joseph la rejoint, mais il est effrayé de la maigreur, du mauvais état de santé de sa femme, et il décide de passer quelques jours à Ischl, là où ils s'étaient rencontrés. Ils se quittent le 16 juillet 1898. Ils ne se reverront pas. Et Sissi, de retour en Suisse, est invitée. Le 9 septembre, elle est invitée à passer la journée chez la baronne de Rothschild, de l'autre côté du lac. Et elle apprécie énormément le menu. Alors, elle mange de tout. Elle, qui ne mange pratiquement pas, elle est absolument enthousiaste et elle goûte tous les plats. Et elle envoie même un message à François-Joseph avec la copie du menu en disant « Il faudra mettre ça au menu chez nous ». Donc, voilà. Le lendemain, nous sommes le 10 septembre, un inconnu l'attendait. Cet inconnu, il s'appelle Luigi Lucchini et c'est un maçon italien de 26 ans qui était venu là dans l'intention de tuer un monarque, peu importe lequel, un monarque. Voilà. Et après avoir assassiné Sissi,
il ne manifeste aucun regret. Il n'est pas condamné à mort, il est condamné à la perpétuité tout simplement parce que dans le canton de Genève, la peine de mort n'existe pas. En fait, il se suicidera 11 ans plus tard, il se pendra dans sa cellule. Alors, en fait, cet anarchiste ne se doutait pas qu'il avait tué une autre anarchiste. En 1888, Sissi avait écrit un poème. Voilà ce qu'elle disait. « Mon Dieu, que va-t-il advenir de cette foule de rejetons des Habsbourg, de cet ornement hors de prix qui encombre chaque pays et qui se nomme monarchie. Et qu'importe si le peuple jeûne. » Et elle avait ajouté à 2 reprises dans la marge « mea culpa, mea culpa ». Donc, voilà, le vœu de Sissi était d'être enterrée à Corfou. Ce vœu ne sera pas exaucé. Elle rejoindra son fils, Rodolphe, dans la crypte des Capucins. Et 18 ans plus tard, François-Joseph viendra les retrouver le 21 novembre 1916. Alors, Sissi, Élisabeth, la mouette, que sait-on vraiment de cette femme? Excessive, complexe, anarchique, désœuvrée, incomprise, peut-être née trop tôt. Alors, que nous reste-t-il de Sissi aujourd'hui? Voilà François-Joseph. Que nous reste-t-il de Sissi? Eh bien, la légende qui a été perpétuée surtout au travers de films, de séries. Alors, film de Ernst Marischka et film de Luchino Visconti, ici avec Romy Schneider. Et il nous reste aussi de Sissi, en toute simplicité, une rose qui s'appelle Sissi. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Thérèse. C'était vraiment passionnant. Merci. Le silence s'est fait pour t'écouter. Maintenant, bonne soirée à tous. Merci à tous. Et j'espère que vous avez appris des choses sur Sissi. Très mauvaise. Épouvantable. Épouvantable. Très mauvaise. Bon. Impeccable, c'était super intéressant. C'était intéressant? Ah oui, très bien.